Bonjour et bienvenue sur le plateau des 24 heures chrono de l'International. Nous sommes chez TV5 Monde et j'ai à mes côtés 4 invités. Nous allons parler tous ensemble de Montréal. À ce titre, je précise que ces 24 heures chrono de l'International sont un spécial Canada, ce qui veut dire que durant toutes les villes que nous allons traiter pendant ces 24 heures, vous pouvez suivre également des émissions qui ont été préenregistrées et puis d'autres qui sont en direct. Voilà. Donc, Solange, merci d'être avec nous. Vous êtes conseiller du commerce extérieur de la France. Oui. Vous êtes également associé avec Infranext Capital, qui est en fait une entreprise qui facilite l'installation, l'implantation des entreprises étrangères au Canada. Tout à fait. Et ancienne présidente de l'Occitane Canada. Oui. Rémi Paris, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du marché des particuliers chez Desjardins. Absolument. Vous avez vécu à Montréal de 2009 à 2016. C'est exact. Et j'ai oublié de le dire, Solange, vous avez vécu au Canada et vous y vivez toujours depuis 1990. Vous avez été pendant 18 ans à Toronto, 6 ans à Montréal et 5 ans à Vancouver. Et vous êtes mariée d'ailleurs à un Canadien. Un Canadien de Vancouver. Voilà. Tout à fait. Marilène, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes fondatrice de Kennedy Garceau, qui n'est autre qu'un organisme qui aide les particuliers comme les entreprises à s'implanter là-bas. Surtout sur la partie ressources humaines et développement personnel. Voilà. Et Jean-Philippe Sora, vous êtes arrivé il y a 9 mois au Canada, vous êtes expert comptable Oui. et vous avez développé là-bas la filiale du cabinet Massa, Sora et Guimont-Lavallée. C'est ça. À Tout à petite précision, Marilène, je ne l'ai pas dit, mais vous êtes native du Canada. Tout à fait. Voilà. Alors, j'ai envie qu'on commence cette émission en vous demandant à chacun 3 mots pour qualifier et définir Montréal. Solange. Je dirais plaisir de vivre, pas trop de stress et convivialité. Parfait. Rémi. Alors moi, je dirais que c'est une ville jeune. Il faut savoir qu'il y a 30% de la population qui a moins de 25 ans. C'est une ville universitaire puisque ça a été élu la meilleure ville universitaire en 2017 et ça a détrôné Paris, qui était la ville précédente. Et puis, je dirais que c'est aussi une ville très cosmopolite puisqu'on retrouve 1001 ethnies, origines, cultures qui se côtoient de manière très apaisée. Marilène. Alors, Je fais Montréal, une initiative du précédent maire de Montréal pour que des projets citoyens voient le jour. Donc, il y a un travail entre les citoyens et la mairie et le suivi des projets tout au long de leur accomplissement. Et puisqu'on parle du maire, il y a maintenant une mairesse. Tout à fait, une mairesse, c'est le mot qu'on utilise en québécois. En français aussi, Donc, d'ailleurs. Donc, en 375 ans d'existence, maintenant, on a une mairesse. Enfin une femme. Tout à fait. Parfait. Valérie Plante. Très bien. Jean-Philippe. Alors, je parlerai d'équilibre de vie, parce qu'il y a un réel équilibre très intéressant entre la vie professionnelle, la vie personnelle. Les journées commencent vers 8-9 heures, se terminent à 5 heures, donc une deuxième journée commence où on peut profiter de sa famille. Je parlerai aussi de nature, parce que on est au milieu de la nature, même si Montréal est une ville, on a le Mont-Royal qui est au cœur de la ville. On peut en profiter, on peut aller pique-niquer avec sa famille, on peut aller se balader en sortant du boulot. C'est très agréable. Parfait. Alors, on va également parler du coût de la vie. Et tout de suite, à ce titre, on va écouter Blanche Pimpin, qui est directrice des opérations Europe Auto Vacances, qui va nous en dire quelques mots. Alors nous, Montréalais, on trouve que le coût de la vie est élevé parce que le coût de la vie à Montréal est plus élevé qu'autour de l'île, par exemple, ou qu'en région, c'est clair. Mais globalement, par rapport à la France, si je compare par rapport à Paris, par exemple, c'est vrai que Montréal a un coût de la vie beaucoup plus bas, mais les salaires, je le rappelle, sont en rapport. Donc on n'est pas dans un village où ça ne coûte rien. Donc des choses qui coûtent, comme le cinéma par exemple, un cinéma coûtera à peu près entre 10 et 12 $. Bon, 12 $, ça nous fait divisé par 1,50, ça fait quoi, 8 €. Le coût du téléphone par exemple, un cellulaire, pour la téléphonie cellulaire peut coûter à peu près en programme de base 65 $ par mois. Si on veut à la maison s'équiper en internet, télévision, etc., ça coûte à peu près au minimum 100-120 $ par mois.
On a le métro, par exemple. Un coût de billet de métro coûte à peu près 3 $ au passage. Et si on a une carte mensuelle, elle coûte à peu près 85 $ par mois. On peut avoir, bien entendu, des abonnements annuels également. Donc, au niveau du transport en commun, qui est très, très développé à Montréal, c'est assez abordable. Alors Jean-Philippe, vous qui êtes présent là-bas depuis 9 mois, qu'est-ce que c'est votre ressenti? Alors non, effectivement, comme disait Blanche, Montréal n'est pas donné. C'est vrai que quand on arrive, au début on arrive, on est habitué, on a des euros, donc on a des économies en euros, on est avec nos salaires en euros. Les gens arrivent à Montréal, ils se disent ah ben super, c'est pas cher parce qu'on fait le taux, on fait la conversion, sauf qu'à Montréal on est payé en dollars, on ne vit pas en euros. Donc effectivement, comme le disait Blanche Pimpin, il faut mettre en rapport le coût de la vie immobilier, transport, téléphonie avec les salaires qui sont versés. Et effectivement à ce moment-là, la vie n'est pas forcément donnée. Ce qui vous a le plus surpris, vous, en termes de coût de vie? L'alimentaire, donc la restauration, on est sur des prix qui sont, je dirais, presque beaucoup plus élevés. Comment ça s'explique? Même quand on consomme, enfin je dirais pas local, mais quand on évite le camembert et la baguette? Alors quand on consomme local, on trouve à Montréal des marchés. Je pense au marché Jean Talon parce qu'il n'est pas très loin de chez moi. À ce moment-là, non, on peut trouver des produits qui sont abordables. On va avoir des prix comparables à euro-dollar équivalent, attention, sans prendre en compte le taux de change, qui vont être à peu près comparables à ceux de Paris. Voilà. Sur les produits laitiers, on va être plus élevé. Et après, le vin. On est français, on aime boire du vin. Donc, si on ne se met pas à la bière, comme les Québécois... Et en plus, on ne peut pas l'acheter partout, le vin. Non. C'est un monopole d'État. Ouais, c'est la SAQ. C'est ça, Ouais, exactement. LCBO en Ontario. Donc, Ça veut dire quoi, par exemple, une bouteille de Bordeaux lambda, c'est... Si on veut une bouteille buvable, sans prendre forcément de la très bonne qualité, il faut compter à minima... je dirais, on en trouve à 13 $, mais ouais, entre 13 et 20 $. 20 $, on aura du vin, voilà, classique. Mais Marilène, elle a une solution. Non, oui, alors ce que je propose, c'est d'arrêter. Non, pas d'arrêter, mais d'explorer un peu le local ou les autres, parce qu'à la SAQ, on a des vins chiliens, on a des vins d'Afrique du Sud, on a plein et là, c'est un peu moins cher. Alors, allez-y. On a exactement des producteurs québécois, des producteurs de vin, des vignerons, Oui. qui font du très bon vin et qui à ce moment-là est qui est abordable. Donc il ne faut pas rester sur nos vins français, vouloir acheter à tout prix Il y a du le domaine Bordeaux, des du Côte-du-Rhône, Patriotes. n'importe quoi. Qui n'est pas loin de Montréal et qui fait un excellent vin. C'est ça. Et l'Orpailleur aussi, qui est très bon, qui fait du blanc, du rouge, qui est pas mal du tout. Donc c'est ça, si on développe sa curiosité, qu'on se risque à notre vin, on a de belles surprises. Il y a le vin, puis après, effectivement, microbrasserie, si on veut un autre type. Une autre et bière aussi, que la Molson. les alcools forts qui sont en cocktail, par exemple. Il y a Pure Vodka qui commence à faire un hit, même en France. Donc, ça peut être intéressant de tester les produits locaux et donc, du coup, de diminuer sa facture totale. Alors, il y a une autre mauvaise surprise, je crois, quand même, Rémi, au niveau du coût. Même si elle l'a évoqué très, très rapidement, Blanche. Effectivement, ce qui étonne beaucoup les Français, c'est quand même la téléphonie. Elle l'a évoqué dans la vidéo, mais c'est clairement le poste qui va être beaucoup plus cher que ce qu'on connaît en France, puisqu'elle le disait rapidement, mais un forfait pour 8 gigas de données en téléphonie cellulaire, comme on dit au Québec, c'est 65 $ par mois, donc c'est beaucoup plus cher. Et quand on parle des box qu'on a à la maison, que ce soit Orange Free, pour ne pas faire de publicité, l'équivalent, c'est autour de 100 $ par mois, ça peut être jusqu'à 120 $. Donc c'est vraiment un poste budgétaire qu'on ne connaît pas. Et quand on est une famille de 2, 3, 4 personnes, il faut multiplier les téléphones cellulaires par 4. Donc ça devient un poste budgétaire important. Mais c'est vrai que ça se compense un peu si on compare à Paris, mais peut-être pas à toutes les villes de France, par rapport à l'immobilier, qui on disait, et là, est quand même vraiment moins cher. Là, alors, on a une diversité en fonction des quartiers, mais au global, le prix moyen de Montréal, c'est quand même moins élevé que ce qu'on pourrait connaître à Paris ou région parisienne. Alors, en termes de logement, de toute manière, on aura le temps demain matin, puisqu'on a une émission qui est consacrée à ça, à l'immobilier au Canada. On va bien développer tout ce qui est logement. Un prix approximatif, si je veux louer, je suis jeune, je veux louer un studio à Montréal, je paye combien à peu près? Dans un quartier correct?
800. Ouais, dépendant du 800, quartier, ouais. si on va sur le, 800, dans les $800. Ouais. L'idée, c'est de privilégier la colocation. Ouais. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup. Et puis, surtout les nouveaux arrivants, c'est une bonne façon, soit de faire colocation avec Oui, d'autres puis étrangers ou avec des locaux. Mm. Donc, la colocation, c'est vraiment une bonne façon économique également de s'intégrer à Montréal. Très bien. Alors, puisqu'on est à Montréal, on va parler un petit peu des quartiers, justement, et puis notamment des quartiers de prédilection des Français. Et à ce titre, on va écouter Noël Berthoud. Il est pharmacien à Montréal. Alors, je suis propriétaire au Canada depuis 2012 dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, donc c'est juste à côté de la montagne, d'une maison de ville, mais sur 3 étages, tout proche du métro Villa-Maria et de l'autoroute des Caries, qui fait une localisation idéale pour le travail et puis pour les enfants avec l'école également. Alors, on a entendu Noël Berthoud qui nous parle des enfants, et que c'est idéal là où il est placé. Vous connaissez le quartier qu'il évoque? Ouais. Moi, je connais très bien puisque c'était le quartier de ma grand-mère. D'accord. Donc, j'y ai vécu moi-même quand je vivais à Montréal. C'est un très beau quartier, c'est dans l'ouest montréalais, à côté de Westmount. Plutôt anglophone, mais un quartier très agréable, des parcs partout. J'aimerais qu'on fasse un petit tour, comme vous connaissez tous les 4 Montréal. Vous me dites votre quartier préféré, vous me dites pourquoi? Pas trop longuement, mais qu'on fasse un Moi, petit tour j'adore de- Westmount parce que c'est sur le devant de la montagne. Vous avez des parcs, des cours de tennis. Vous avez la rue Sherbrooke avec toutes les petites boutiques et c'est très proche du centre-ville de Montréal. Et c'est juste de l'autre côté d'Outremont. Voilà, vous avez le Mont-Royal. Donc d'un côté, vous avez Westmount qui était à l'origine le quartier anglophone. Et de l'autre côté, vous avez Outremont qui est du côté de l'Université de Montréal D'accord. et qui était le quartier francophone. Rémi, Alors, au cours de mes 7 ans à Montréal, j'ai vécu dans 2 quartiers. Le centre-ville, des grandes tours, plutôt anglophones, de type new-yorkais. ouais. Et puis, deuxième partie, Vers la rue Pile, tout ça là. rue Peel, métro Guy Concordia. Donc, D'accord. c'était sympathique, mais très intense en Très termes urbain. d'énergie. Et la deuxième partie de ma vie montréalaise, je l'ai passée près du plateau, comme beaucoup de Français, près du métro Sherbrooke et du parc La Fontaine. C'est un quartier qui est très différent, plus calme, plus serein, plus naturel, puisqu'on a cet énorme parc La Fontaine qui fait patinoire l'hiver et aire de pique-nique l'été. Donc c'est 2 quartiers très différents. J'ai aimé les deux, mais ma préférence irait quand même aux côtés du plateau. D'accord. Marilène. Alors moi, je vais évoquer 2 quartiers qui sont peut-être intéressants une fois qu'on connaît la ville et qu'on a réussi à se faire ses repères. Moi, je suis native de Saint-Lambert, sur la rive sud. Alors, c'est proche de Montréal et c'est sur la rive sud. C'est C'est une banlieue, accessible. c'est une banlieue, C'est qu'on une pourrait banlieue, qualifier. tout à fait, avec un train de banlieue pour aller à Montréal. Et là, on est plutôt vers les cantons de l'Est pour aller faire du ski et tout. Et juste avant de quitter Montréal, il y a 20 ans, j'habitais plutôt à l'île des Sœurs. L'avantage de l'île des Sœurs, c'est à côté du centre-ville, alors en bus, hyper facile, en voiture également. On va parler Et du puis, trafic Il y a routier, il y a tout un circuit autour de l'île où on se pense complètement en nature. Il y a même un spa avec un lac qui est superbe. Donc moi, j'aime bien l'île des Sœurs, mais plutôt en deuxième temps, pas pour s'y intégrer en arrivant. Jean-Philippe, qu'est-ce que vous avez choisi alors pour vous? Alors, je suis arrivé avec mon épouse et mon bébé. On est Au on mois de s'est installé- juillet, vous êtes Ouais, arrivé. Au mois de juillet, on s'est installé au Vieux-Port. C'est superbe, c'est très Ah, beau, c'est beau. mais peut-être pas très dynamique avec un enfant. Enfin, c'est magnifique, mais c'est plus un musée à ciel ouvert. Et après, on est parti comme tous les Français, comme beaucoup de Français sur le plateau. Et effectivement, là on s'y plaît beaucoup. Donc, comme tu disais tout à l'heure, des parcs, le parc La Fontaine notamment, sur lequel on peut pique-niquer. En hiver, une patinoire, beaucoup de petits commerces, c'est très agréable. Alors justement, j'aimerais qu'on parle assez vite du trafic routier. Alors moi, je suis allée parfois à Montréal, j'ai trouvé que c'était souvent très encombré, qu'il y avait des travaux partout. Est-ce que c'est comme ça tout le temps? Est-ce que j'ai pas eu de chance? Oui. Est-ce que vraiment faut prendre son mal en patience? Alors, ça fait des années que c'est comme ça, particulièrement l'été. Il y a les fameux cônes oranges qu'on voit partout. Ça fait partie, un peu ironie, mais c'est vrai. Même moi qui retourne à tous les étés, des fois, on ne sait plus par où passer parce Oui. qu'il y a des cônes oranges. On a vu. Après, il faut parler du nouveau projet REM, le Réseau Express Montréal, qui permettra... C'est notre grand Paris, Montréal, Montréal. en 2021, 67 km, 20 minutes du centre-ville à l'aéroport. Moins d'embouteillage alors. On l'espère, mais
après la construction. Et sinon, quand on doit se déplacer, vous vous déplacez comment à Montréal? En voiture parce que mon cabinet est sur la rive sud, à Brossard. Donc justement, le REM sera très utile parce qu'il y aura un arrêt à Brossard. Il va désenclaver aussi les ponts, notamment le pont Champlain qui est en reconstruction. Donc non, je me déplace en voiture majoritairement, mais mon épouse qui travaille dans Montréal, elle se déplace en métro sans aucun problème. Rémi? Alors à l'époque, j'étais à la fois en métro et puis aussi en Bixi, qui est le système de vélo Vélib. partagé. C'est le Vélib montréalais Ouais. pour une contraction de bike et taxi, Bixi. Et donc c'est très pratique effectivement. Et quand on vit et travaille en centre-ville, on peut aussi utiliser les moyens alternatifs. Mais je rebondis sur ce que tu disais, effectivement. Il y a beaucoup de travaux et les ponts sont à éviter, c'est des points de congestion. Donc effectivement, quand on travaille centre-ville, c'est bien de vivre en centre-ville. Et quand on vit rive sud, on peut préférer vivre rive sud pour éviter ce point de congestion et gagner du temps dans les transports le matin. On va faire une pause et puis après on va se retrouver et j'aimerais bien qu'on parle du climat et puis de la sécurité parce que c'est un des atouts de Montréal. On se retrouve tout de suite. Alors nous sommes de retour sur le plateau des 24 heures chrono durant cette émission consacrée à Montréal. J'ai à mes côtés Solange Straume, CCE et ancienne présidente de l'Occitane au Canada. Oui. Rémi Paris Desjardins, Marilène Garceau, Kennedy Garceau et Jean-Philippe Sora, le cabinet d'expertise comptable Massa, Sora et Guimond Lavallée. Comme on avait commencé tout à l'heure à en parler, on parlait de trafic routier, parlons un peu de sécurité. Parlons notamment de votre femme qui prend le métro justement pour se déplacer. Aucun problème. Vraiment, Montréal est une ville très sûre. Aucun problème, elle n'a jamais été embêtée. J'ai pas peur quand elle rentre le soir. Non, c'est très sûr. Il m'est arrivé de laisser ma voiture plusieurs fois ouverte la nuit, il s'est jamais rien passé avec les affaires de mon bébé, la poussette, des choses comme ça. Et c'est une histoire de mentalité, pas ouais. tellement de présence policière. Oui, je pense que c'est une mentalité. Après, Montréal n'est plus ce que ça a été, ce que c'était avant. Il y a 40 ans, vous laissiez vos portes de maison ouvertes toute la journée pendant que vous alliez au bureau. C'est plus comme ça maintenant. Ouais, par rapport à ça, bon, heureusement personne ne sait où j'habite, mais je pense j'ai une qu'à porte Paris, il y a vitrée dans 40 ma ans, chambre c'était et on peut y pareil. accéder depuis la Vous pouvez rue. laisser la porte. Elle n'est jamais fermée à clé. Et pour l'instant, c'est pas fait cambrioler. Espérons que ça n'arrivera pas. Donc, Vous pouvez par contre avoir une amende, donc un PV, mais on dit amende au Canada. Si vos portes de voiture sont pas verrouillées et qu'un agent passe, vous pouvez et si être, on ne traverse pas sur les au à les feu clous, rouge, sur les hein. clous, Ouais. oui. Ça, faut le savoir. Oui, ça, on peut avoir une amende de passant Ouais. indiscipliné français, en Voilà. général. Donc, Pour renforcer sur le point de la sécurité, il faut savoir qu'il y a un programme à Montréal. Quand vous prenez le bus, quand une femme prend le bus tard et qu'il est plus pratique pour elle de descendre entre deux arrêts, elle peut demander au chauffeur et il doit s'arrêter entre les Devant deux chez arrêts elle. pour être plus proche de chez elle et qu'elle ait moins à marcher dans les rues. courtois, ça. Donc c'est courtois et c'est vraiment dans les mœurs. Alors ça ne veut pas dire que c'est une ville peu sécuritaire, mais c'est le genre de petits arrangements qui sont mis en place pour les Le élèves. voisinage. Je vais faire une transition hasardeuse, mais c'est peut-être quand il fait froid l'hiver. Oui, c'est vrai. Parce que, ouais, non, et ça c'est vrai parce que si on parle de météo, effectivement, on le sait tous que Montréal est froid. En termes de statistiques, si on regarde en moyenne, les températures sont pas tellement différentes. En moyenne, on a 8 à l'année longue, comme on dit en québécois, à Montréal et 12 à Paris. En revanche, chez l'hiver, que le bas blesse. L'été, les maximums sont à peu près les mêmes, mais en hiver, on descend à moins 15. Thermomètre, et ça peut aller à moins
20, moins 30 ressentis, et alors qu'à Paris, on le sait, on est autour des 3 Sauf degrés. cet hiver, on a un petit Sauf peu cet souffert. hiver. Donc c'est vrai que le plus intriguant, le plus surprenant pour un Français, c'est l'hiver. Mais comme on le dit souvent, l'hiver, il suffit de s'habiller avec la technique dite de l'oignon, où il vaut mieux cumuler plusieurs couches de Ouais. vêtements plutôt qu'acheter une énorme doudoune dont on ne sait pas quoi faire quand on se retrouve dans le métro. Et les dans un Canadiens restaurant. disent on doit rentrer dans l'hiver. C'est-à-dire, faut pas laisser l'hiver, vous rentrez dedans, mais il faut rentrer dans l'hiver. Moi, inversement, hein, quand je suis ici en France et quand j'ai un peu froid, on me dit « mais tu peux pas être frileuse, t'es canadienne ». Eh bien, l'humidité ici rentre dans mes os et me rend beaucoup Tout à fait. plus C'est un froid inconfortable. sec. C'est vrai. Ouais. Donc, je prends le même manteau que je porte à -5 au Canada, je le porte ici à 2 degrés et j'ai froid. Vous vous adaptez, Jean-Philippe? Complètement, parce qu'effectivement, c'est beaucoup Parce que moins c'est votre humide, premier hiver, là. Ouais. Bon, là c'est le premier hiver, mais bon, qui touche à sa fin. Pas trop, non? Non. En avril, on ne Non, découvre en pas mai. de fil. Ouais, mais là, C'est en mai que c'est on a fini eu, l'hiver au bah, il Canada. touche à sa fin, ouais, Il y a c'est sûr. toujours Il nous une reste tempête il nous en reste un avril. mois On ou est deux à la là, moitié, mais quoi, on en en a fait. fait plus de la moitié, parce qu'il a commencé assez tôt. Non, c'est un froid sec. Donc effectivement, on a beaucoup moins froid. Ouais. Et surtout, il ne faut pas avoir peur de l'hiver. Il faut sortir, il faut profiter, faire. Il y a énormément d'activités hivernales qu'on ne connaît pas en tant que Français, parce qu'on n'a pas ce climat-là, et qui sont super. On peut s'amuser entre amis, pas s'isoler. même avec notre bébé. À -30, on sortait, il était bien couvert, bien sûr. Oui, Mais on sortait, ça ne nous empêchait pas de continuer notre vie classique. D'accord. Bon, donc, démarche d'installation. Alors, puisqu'on parle des petits-enfants, en termes de scolarisation, il existe, vous m'avez dit Solange, des écoles publiques qui sont donc Non, ça, je vous gratuites. parlais de Toronto. Et il y en a à Montréal des écoles C'est- gratuites et publiques. Oui, Les j'imagine. écoles publiques sont gratuites, oui, Oui. tout à fait. Je pense que ce qui est important, c'est de se dire, est-ce que je viens pour quelques années ou est-ce que je m'installe à long terme? Quel statut d'immigration j'ai pour savoir si je mets mes enfants ou si je peux mettre mes enfants dans le système anglophone. Des fois, il y a des personnes qui veulent profiter de l'arrivée pour mettre les enfants dans le système anglophone. Il est certain que si on pense qu'on va repartir vers un autre pays et tout, le système français ou international peut être bénéfique. Mais vous le voyez, j'ai réussi, moi, à faire une partie de ma carrière au Canada et puis en France. Le système scolaire montréalais est très, très bon et offre parfois des solutions alternatives pour ceux qui ont des modes d'apprentissage différents. D'accord. On a besoin d'ouvrir un compte en banque quand on arrive au Canada et plus spécifiquement à Montréal, puisqu'on est sur cette émission. Oui, alors il faut savoir quand même qu'au global, les démarches administratives au Canada en général, à Montréal en particulier, sont beaucoup plus simples que ce qu'on peut connaître en France. Donc il faut savoir qu'on peut anticiper quand même des choses avant de partir, puisqu'on peut ouvrir son compte à distance avec certaines institutions. Ce que vous avez fait Non, je l'ai ouvert en arrivant, mais c'est comme Chez comme tu dis, Desjardins. c'est très rapide. C'est très rapide, C'est même vraiment si vous très arrivez rapide. sur place, vous pouvez le faire sur place. On peut aussi s'inscrire, si on y a droit, à la Régie d'assurance maladie du Québec. On peut convertir son permis français en permis québécois de manière très simple aussi. Donc tout est facilité. Et par contre, effectivement, on incite quand même les gens à préparer avant de partir, à éventuellement collecter les relevés de notes qu'ils avaient en France, parce que ça peut servir pour convertir son diplôme français en diplôme québécois. On peut aussi garder son historique d'assurance qui pourra permettre de bénéficier de remises dans certaines compagnies. On peut aussi garder tous ces documents effectivement officiels avant de partir, puisqu'il est plus facile de les collecter quand on est en France qu'une fois sur place. Ouais. Mais au global, il faut retenir, c'est que il est assez simple de faire ces démarches. La première, on le dit assez, mais la première, quand on arrive, c'est récupérer son numéro d'assurance sociale. C'est dans le tous fameux les points- NSA. NAS, qui NAS. est dans tous les points de service Canada. NSA, c'est autre chose. Marie-Hélène, le conjoint. Alors, si Le on a- est-ce conjoint. que votre femme travaille, Jean? Oui. Ah, donc elle a trouvé un job là-bas? Elle a trouvé très rapidement. Ah, Ouais. alors Marie-Hélène. Ben, le donc, conjoint, il faut s'en occuper. Et moi, je dis souvent projet commun, projet chacun. Donc, il ne faut pas hésiter que le conjoint, même s'il s'occupe ou elle s'occupe de la logistique, il faut réfléchir à qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment j'ai envie de le faire. Et là, on n'entrera pas dans le réseautage, parce que c'est quand même la clé. Mais même avant de partir, il y a des réseaux de Canadiens, de Québécois en France. Comment apprendre son marché ou comment établir des premiers contacts, ne serait-ce que sur les choses qu'on aime ou les activités qu'on veut faire avec elle a les trouvé enfants. facilement votre épouse? Oui, elle a trouvé facilement parce que aussi le conjoint, ce qui est important pour l'intégration quand on cherche
du boulot, dépendant du type d'emploi. Montréal est une ville bilingue, on a du français et de l'anglais. Donc si on parle les deux langues, ça facilite quand même, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça facilite l'intégration sur le marché du travail. Il faut le savoir, il y a des Montréalais qui ne parlent pas anglais et il y a des Montréalais qui ne parlent pas français. Je sais que vous allez aborder en profondeur ce sujet tout à l'heure, à 17h30 exactement. Quand on sera dans l'émission sur l'interculturel. Et effectivement, c'est une erreur de penser que parce qu'on parle français, tout va très bien se passer à Montréal. Mais la valeur ajoutée, de toute façon, du bilinguisme est vraiment quelque chose à mettre en avant. Très bien. On va faire une pause et puis tout de suite après, on va parler du business. Quels sont les avantages et quels sont les inconvénients d'installer son business à Montréal ? Nous sommes donc de retour sur le plateau de l'émission consacrée à Montréal dans le cadre des 24 heures chrono de l'International. Et nous allons évoquer les intérêts, les atouts de Montréal quand on veut y développer son business. Et à ce titre, Jean-Philippe, puisque vous êtes expert comptable, vous avez des clients. J'imagine que vous avez pas mal de clients français. Oui. Et quelle est leur typologie plutôt ? Alors on a de tout. Bon, nous on est un cabinet généraliste, hein. On fait spécialisé sur les problématiques des Français, entreprises et particuliers qui s'installent au Canada ou qui sont déjà présents et qui ont besoin de nos conseils. Donc là, on fait du particulier, qui a des revenus français, canadiens ou du patrimoine en France. Et pour les entreprises, généralement, ce sont des filiales d'entreprises françaises. L'entreprise veut se développer en Amérique du Nord. Elle prend le Canada comme premier appui. Et pourquoi Montréal alors ? Pourquoi Montréal ? Parce que on parle français, mais est-ce que c'est une bonne raison ? Pas forcément. Parce qu'il va falloir étudier le secteur d'activité de l'entreprise. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Peut-être qu'il ne sera pas adapté. Oui, tout à fait. Je pense qu'originalement, Montréal était la capitale économique du Canada. Et donc, beaucoup des grosses entreprises se sont installées à Montréal. Quand le pôle a déménagé à Toronto, c'est vrai qu'il y a eu une vraie question. Et ce que je recommande souvent aux Français, c'est de regarder dans quelle industrie vous êtes et de voir quelle est la ville qui répond le mieux aux besoins. Si vous êtes dans le pétrole, vous n'allez pas vous installer à Montréal. Si vous êtes dans le commerce du détail et que vous voulez vous développer sur le Canada, comme c'était mon cas, vous allez plutôt choisir Toronto, qui est quasiment au milieu du pays, et vous pouvez rayonner et à Montréal, et à Vancouver, et à Calgary. Alors, quel serait l'avantage de Montréal ? Parce que finalement, là, on ne l'a pas évoqué. Montréal, c'est vrai que quand moi, j'ai décidé de déménager notre entreprise, on était à la base sur Vancouver. Et donc, l'Occitane en France m'a demandé de me rapprocher de la côte Est. Ma première réaction, ça a été de rentrer sur Montréal. J'y avais ma grand-mère, j'adorais la ville. Et puis en fait, j'y ai réfléchi économiquement, ça faisait aucun sens pour moi. Tous les gros magazines de mode et d'intérêt général étaient basés sur Toronto. Toronto était la capitale financière, donc on avait toutes les levées de fonds, les bons financements. Et donc, à la dernière minute, on a déménagé à Toronto, ce qui a été une très bonne décision pour nous, puisqu'on avait des boutiques et à Calgary et à Vancouver et sur la côte Est. Mais là, il faut qu'on parle de Montréal. Oui, alors Montréal est une ville très dynamique.
Montréal International brille à l'international pour venir chercher des investisseurs et des entreprises. Il ne faut pas négliger, on parlait de ville universitaire, Montréal International a également un programme de rétention des étudiants étrangers, mais juste aussi localement, les ressources sont qualifiées, sont bien diplômées, ont de l'expérience. Ah, voilà. Donc ça c'est un atout. Tout à fait. Au niveau du... Donc, c'est important aussi, là, je prends ma casquette recruteur, c'est important lorsqu'on cherche son marché de s'assurer également qu'il n'y aura pas potentiellement un problème de main-d'œuvre si on est sur les métiers en demande ou des choses comme ça. Et Rémi, parmi vos clients, qu'est-ce que vous aviez dénoté, vous, comme secteur d'activité c'est vraiment, présent? Alors, c'est tout secteur. Et nous, pareil, Desjardins, on accompagne toutes les entreprises, que ce soit la petite entreprise ou même la grande entreprise. Il faut savoir qu'on a accompagné des gens comme de Richebourg quand ils ont fait un développement au Canada, à Montréal, pour aller s'occuper de tout ce qui est assainissement. Donc, ils ont implanté une filiale là-bas pour se développer. Donc, on les accompagne dans ces projets. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Montréal, il y a aussi des GRAP. Ce qu'on appelle des GRAP, ce sont des ensembles structurés, à la fois de fonds de recherche, d'entreprises, de centres de formation autour d'une industrie. Genre de pépinière. Une genre de pépinière. Il y en a dans le domaine de l'aéronautique. Il y en a une qui est très connue maintenant, c'est celle autour des jeux vidéo, puisque beaucoup d'entreprises gravitent autour de ce secteur, comme Ubisoft. Oui, Ubisoft qui est là-bas. C'est ce que j'allais dire. En fait, si vous êtes dans le secteur des jeux vidéo, on va quasiment toujours vous recommander aller à Montréal, parce que grâce à Ubisoft, il s'est développé, comme dit... un écosystème. Voilà, un écosystème. Le jeu vidéo, mais aussi l'intelligence artificielle, qui est un gros pôle qui est en train de se développer et où justement on a les universités qui fournissent de la main-d'œuvre qualifiée. À Montréal, dans ces secteurs-là, on a une main-d'œuvre qui est très qualifiée. C'est un petit peu le même phénomène qu'à Palo Alto. Il y a l'université, puis petit à petit, tout autour, se construit une intelligence... Et en parlant de Palo Alto, il y a Amazon et Facebook qui s'installent à Montréal. Exactement. Il y a des coûts aussi moindres que peut-être dans une ville aux États-Unis ou dans d'autres pays. Donc, il y a le coût de la structure, de l'infrastructure qui permet d'être à Montréal, d'avoir les ressources et de faire du développement moins cher. Ouais. Puis ça sera... Oui, c'est ça. Ça sera peut-être moins cher aussi que d'aller... à Toronto ou... généralement, ils vont à Waterloo, qui coûte beaucoup plus cher, beaucoup moins cher que Toronto. Effectivement. Non, mais c'est tout à fait ça. Il faut aussi regarder quels sont... Donc, c'est un atout, ça, à Montréal. Absolument. C'est de la main-d'œuvre qualifiée, peut-être moins cher qu'ailleurs. Et puis, pour certains domaines d'activité, comme les jeux vidéo... L'aéronautique. Ce serait une bonne destination. Il ne faut pas se lancer en destination. Il faut se lancer en marché. Lorsqu'on décide de faire quelque chose, et puis je pense qu'encore une fois, on vient sur le bilinguisme, si on décide de se lancer, notre marché est dans une province bilingue, il faut maîtriser l'anglais, parce qu'après, les affaires vont être compliquées. Donc, pensez secteur d'activité Montréal et développez-vous dans ces secteurs-là à Montréal, si c'est approprié. Et puis ensuite... On peut aussi considérer la qualité de vie de Montréal et puis se dire j'ai envie de développer mon business là-bas parce qu'après tout, c'est ça qui va primer pour moi. Mais il faut qu'il y ait un marché. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. Il faut être certain d'avoir un marché parce que sinon... si on n'a pas de marché, on n'aura pas de qualité de vie. On risque de rentrer à la maison. Vous voyez beaucoup de restaurateurs qui arrivent? Alors non, c'est vrai qu'on n'est pas sur la restauration. On a peu de clients restaurateurs. En termes d'indépendants, vous voyez quoi arriver plutôt? Alors, en termes d'indépendants, on a souvent des entrepreneurs individuels, ce qu'on peut comparer à l'auto-entrepreneur français, qui eux vont être des freelances justement en informatique, dans le design, dans le web, la création d'applications pour téléphone. Ça marche pas mal. Ça marche pas mal. Et ou sinon, là, ce que je disais, des filiales d'entreprises françaises qui sont, j'en ai une dans les cosmétiques, une dans le prêt-à-porter. Cosmétiques, ouais. J'apporte un bémol, par contre, pour ces gens qui veulent partir en freelance. Il y a une émission dédiée à l'immigration. C'est beau, mais c'est pas parce qu'on a des qualités et qu'on peut développer qu'on a le droit de travailler à Montréal. Donc, il faut juste s'assurer qu'on a le bon statut pour pouvoir exercer son activité, qu'on soit entreprise, filiale Bien ou... sûr. Il y a une émission à suivre, d'ailleurs, l'immigration de A à Z. Elle est déjà passée tout à l'heure. Je pense qu'elle repassera encore demain 1 ou 2 fois. Et c'est peut-être celle-ci qu'il faudrait commencer à regarder en premier avant même de se dire je vais aller vivre à Montréal ou ailleurs au Canada. On va faire une pause et puis on va se retrouver tout de suite après.
Nous voici sur le dernier plateau de notre émission consacrée à Montréal. Alors, une émission que j'aimerais qu'on termine en vous laissant la parole à tous les quatre, l'un après l'autre. J'aimerais que vous donniez à ces gens qui nous regardent et qui ont peut-être envie de partir vivre à Montréal un conseil. Alors, se préparer. Se préparer d'un point de vue personnel, parce que l'expatriation, c'est beau, on a trouvé un boulot à Montréal, c'est bien, on est très content, c'est l'aventure, mais c'est pas si facile que ça. Et aussi, je rebondis sur ce que disait Rémi tout à l'heure, préparer des documents. Parce que quand on arrive à Montréal, ou au Canada en général, en tant que résident permanent, on doit, à l'arrivée, déposer une déclaration de patrimoine. Donc si on a un patrimoine français, il faut avoir les évaluations de son patrimoine français. On arrive et là, on peut déposer notre déclaration. Parce que ça servira, si on rentre en France, à faire ce qu'ils appellent une disposition réputée de ces biens, et une plus-value sera calculée, même si les biens n'ont jamais été vendus. C'est l'expert comptable qui parle. Sera à payer. Là, c'est l'expert comptable qui parle, mais c'est important parce que sinon, on se retrouve avec des personnes qui sont là, qui n'étaient pas au courant de ce point-là. Et pour faire une évaluation à distance, c'est pas évident. On demande à la famille de nous aider, d'aller trouver des experts. Donc, autant la faire avant de partir. Donc, on le fait avant et on est tranquille. On part avec des documents en poche, voilà. Très bien. Marilène. Alors, le mot préparer, c'est mon mot préféré, oui, parce que nous, on est en amont du départ et on prépare sur tous les volets. Mais moi, je mettrais l'emphase sur le fait de préparer sa façon de se présenter, parce qu'on n'est pas issu de ces diplômes, on n'est pas la théorie de tout ce qu'on est capable de faire, on a exécuté des projets, on a fait avancer. Donc, il faut se présenter de façon pragmatique et dire, voilà. Et ça, c'est culturel. C'est très culturel, mais ça se prépare dès le départ, avant de partir, qu'on soit salarié, qu'on soit chef d'entreprise ou qu'on soit conjoint, tout le monde a besoin de comprendre et surtout d'être à l'écoute. Parce que c'est beau parler de soi, mais il faut aussi observer et écouter ce qui se passe dans la communauté. Donc ça, c'est plutôt un conseil d'ordre culturel. Si vous voulez vous préparer, consultez-nous. Rémi, ouvrir son compte avant de... Effectivement, j'allais le dire, en tant qu'expert financier, je conseille quand même il faut le dire. d'ouvrir le compte à distance avant de partir. Donc chez nous, c'est simple, sur notre site desjardins.com/ouvrir compte, avec un questionnaire rapide, on peut ouvrir le compte, ce qui permet surtout d'avoir ses références bancaires avant le départ, de transférer ses fonds et donc de pouvoir avoir les moyens de paiement dès son arrivée. Combien on va devoir mettre sur son compte? Alors, il n'y a pas de montant minimum, on peut ouvrir un compte et le laisser vide le temps d'arriver, mais c'est vrai que l'intérêt de l'ouvrir à distance, c'est notamment de pouvoir envoyer des fonds avant son arrivée. Et on aura tout de suite sa carte. Et on aura sa carte de débit immédiatement dès son arrivée, et on pourra après commander sa carte de crédit. On en parlera, je crois, dans une autre émission. Mais ça serait mon premier conseil en tant que banquier. Mon deuxième conseil, ça serait quand même, pour rebondir un peu, en termes d'attitude, oublier un peu le côté français qui a tout vu, qui sait tout, un peu arrogant, parce que au Canada, il faut effectivement être ouvert à l'écoute, et c'est peut-être là le biais culturel qui peut nous jouer des tours quand on arrive à Montréal. Très bien. Solange, vous aurez le mot de la fin, Solange. Pour moi, c'est surtout, comme je m'occupe beaucoup d'entreprises, la chose principale qu'on leur dit, c'est bien de se rendre compte que même si leur entreprise fonctionne très bien en France, quand ils décident de partir en Amérique du Nord, ça ne veut plus rien dire. Et il faut vraiment qu'ils abordent l'Amérique du Nord sans penser du tout à ce qui a été acquis en France. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Ça revient à la préparation. Surtout comprendre que l'Amérique du Nord, c'est pas la France. Donc ils me disent, oui, mais ça marche super bien en France. Ben oui, mais il faut s'adapter à l'Amérique du Nord. Et là, c'est la marketeuse qui parle. Voilà. Et souvent, c'est de leur expliquer que, par exemple, leur site web qui marche bien en France, c'est pas comme ça qu'on fait des sites web en Amérique du Nord. Il va falloir le réadapter. Vous auriez un petit exemple? Les sites web... La langue, anglais-français. Avec la langue, par exemple, les sites doivent être bilingues. Les sites doivent être bilingues. Par exemple, les Français ont tendance à être beaucoup de visuels. Non, c'est l'inverse. C'est des visuels, mais beaucoup de textes. En Amérique du Nord, on est très visuel et très peu de texte. Et le texte doit être très impactant. Donc, je dis juste un petit détail comme ça. D'accord. Et ça, ils ont du mal à comprendre qu'il faut recommencer le site web quand on arrive en Amérique du Nord.
Donc, il faut aller voir un Franext. En fait, si on va vous voir chacun, on va y arriver. On va y arriver. Merci en tout cas à tous les quatre. Nous allons nous quitter et puis tout de suite à suivre, à 17h, une autre émission, un spécial Canada entièrement dédié, on va dire, à l'argent, puisqu'on va parler de coût de la vie, on va parler de fiscalité, on va parler d'obtention de crédit et tout de suite après, une émission qui, elle, va être consacrée à l'interculturel au Canada, les codes dans les affaires au quotidien, à faire, à ne pas faire, à ne pas dire, voire à se taire. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt. I am 4, I can read and I can write. C'est 4 ans, je sais lire et je sais écrire. Bonjour à tous. Vous résidez hors de l'Union européenne ou dans les dom-toms. Alors découvrez l'expérience Renault Eurodrive de transit temporaire. Vous savez, les plaques rouges. Pour commander et réserver votre véhicule, 2 possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez le commander auprès d'un agent local ou le réserver en ligne sur notre site internet. Avec Renault Eurodrive, vous bénéficiez de la gamme la plus large et la mieux équipée du marché. Voilà, Renault Eurodrive, c'est une voiture neuve hors taxe, un service premium tout compris et des équipes dédiées qui mettent tout en œuvre pour que vous profitiez au maximum de votre voyage. Renault Eurodrive, c'est vraiment l'Europe en toute sérénité.